Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans une expérience de pensée complètement dingue. Imaginons une seconde qu'on puisse concevoir une utopie parfaite. Un monde absolument sans stress, avec de la nourriture à volonté, une météo toujours au beau fixe et surtout, aucune menace extérieure. Zéro maladie. Sur le papier, c'est le rêve absolu, non? C'est un peu le but ultime de toute civilisation. Mais la science nous dit que la réalité, c'est tout autre chose. En fait, c'est super naturel de penser qu'une vie sans aucune friction, c'est le Graal. On passe notre temps à chercher le confort, à bosser pour ne plus avoir de soucis d'argent, à sécuriser notre petit cocon pour échapper aux problèmes. Pourtant, l'histoire et la science pointent du doigt un truc assez troublant. Construire un vrai paradis sur Terre, ça pourrait bien être un piège mortel, littéralement. Et pour piger pourquoi ce fameux paradis est si toxique, il faut remonter à 1972, avec une expérience sidérante menée par le chercheur John Calhoun. Il a carrément construit une utopie totale, un monde sans aucun prédateur, sans maladie, sans le moindre manque, pour exactement 8 petites souris. Un espace immense, une température parfaite, de l'eau et de la nourriture à l'infini. Le but ? Observer ce qui se passe quand on supprime absolument toute résistance chez un organisme vivant. L'expérience s'est déroulée en 4 phases. D'abord, une explosion de la population. Tout semblait parfait. Le nombre de souris doublait tous les 55 jours. Mais très vite, boum. La surpopulation a créé un effondrement social total. Les hiérarchies ont volé en éclats pour laisser place au chaos, puis à un abandon complet des rôles sociaux. Cette apathie générale a mené direct à la 4e phase, l'extinction complète. Irréversible. Fin de la colonie. Mais le truc le plus fascinant, c'est ce qui s'est passé dans cette 3e phase, avec l'apparition de ce que Calhoun a appelé les belles souris. En gros, c'était des mâles avec une fourrure absolument parfaite, sans la moindre cicatrice. Ils ne faisaient rien d'autre que manger, dormir et faire leur toilette de manière obsessionnelle. Zéro comportement social, zéro vie intérieure. Ils ne se battaient plus, ne protégeaient plus rien, ne désiraient plus rien. Une vraie mort spirituelle bien avant leur mort physique. Et ce qui est fou, c'est qu'on retrouve exactement la même mécanique à grande échelle dans la nature. L'histoire du parc de Yellowstone en est la preuve vivante. En 1926, on a retiré les loups pour optimiser le parc et protéger les cerfs. Résultat, un surpâturage catastrophique, des arbres détruits et même l'érosion des rivières. Puis en 1995, on réintroduit 66 loups. Et là, miracle. Ça a forcé les cerfs à bouger, ce qui a stabilisé et sauvé tout l'écosystème. Le prédateur était juste indispensable à l'équilibre. Évidemment, ça ne concerne pas que les animaux, ça frappe en plein cœur nos sociétés modernes. Le philosophe Byung-Chul Han explique que le monde d'aujourd'hui a éliminé les pires contraintes, ce qui a créé une société de la fatigue. Sans rien contre quoi lutter, il y a un énorme vide émotionnel qui s'installe. Un vide qu'on comble avec du divertissement non-stop, juste pour oublier qu'on perd peu à peu la capacité de ressentir une vraie joie ou une vraie douleur, exactement comme nos fameuses belles souris. Alors, pourquoi ça se passe comme ça ? Eh bien, la réponse se trouve dans la physique pure, et plus précisément dans le concept d'entropie issu de la 2e loi de la thermodynamique. Cette loi dit très clairement qu'un système fermé, parfaitement stable et sans friction ne peut tout simplement pas se maintenir. Il va inévitablement se dégrader, l'énergie se disperse. Donc le paradis, ce n'est pas juste psychologiquement toxique, c'est physiquement impossible à maintenir en l'état. Et la biologie le confirme avec l'allostasie. Ce mécanisme prouve que les organismes vivants ne survivent absolument pas en atteignant un état de repos absolu ou de perfection statique. Pas du tout. La vie, c'est une compensation permanente. C'est s'ajuster, répondre au stress en continu. Le véritable équilibre, il s'obtient grâce à une friction constante avec ce qui résiste autour de nous. Ça rappelle le philosophe du 19e siècle, Arthur Schopenhauer. Il affirmait que le désir nous enferme dans un pendule qui oscille sans fin entre la souffrance et l'ennui. Mais l'expérience des souris de Calhoun prouve un truc incroyable. Supprimer complètement ce désir, c'est infiniment plus destructeur que la souffrance qu'il provoque. En fait, la galère de la quête, c'est 1000 fois préférable au néant absolu de l'absence de désir. Concrètement, le désir, ce n'est pas un défaut de conception de l'esprit humain, c'est la véritable architecture de notre existence. C'est ce qui structure le temps, avec un passé et un avenir. C'est ce qui donne de la profondeur à l'espace. Il forge notre identité, parce qu'on se définit par ce qu'on cherche. Et surtout, c'est ce qui alimente ce besoin vital de transmettre, de protéger et de construire l'avenir. Prenons un exemple classique, le mythe de Sisyphe. On connaît tous l'histoire de ce type condamné à pousser son rocher en haut d'une montagne pour l'éternité. Imaginons qu'un dieu sympa décide soudainement de lui enlever son rocher pour lui offrir la paix. Sisyphe ne serait pas heureux. Sans cette tâche absurde qui lui donne une prise sur le monde, il deviendrait juste une belle souris, abandonnée et tragiquement inutile au sommet de sa montagne, privée de toute raison d'exister. Et ce constat bouleversant redéfinit carrément le mythe fondateur du Jardin d'Éden.
En repensant à ce récit sous cette nouvelle lumière, l'expulsion d'Adam et Ève, ce n'est plus du tout une punition divine impitoyable, c'est une immense mission de sauvetage. Il fallait les expulser pour les arracher à ce terrarium parfaitement lisse et leur éviter de finir comme des créatures spirituellement mortes. Les premiers théologiens l'avaient d'ailleurs super bien compris. Ils parlaient de Felix culpa, c'est-à-dire l'heureuse faute. Ils reconnaissaient que le serpent avait joué exactement le même rôle que les loups du parc de Yellowstone. En introduisant la tentation, il a amené la friction et le manque nécessaires pour déclencher l'histoire humaine. Le besoin de construire et, au final, rendre la rédemption possible. Ça fait des millénaires que les anciennes traditions enseignent cette nécessité de la friction. Depuis les rituels psychoactifs des mystères d'Élésis dans la Grèce antique jusqu'au concept chrétien de la théosis, le message est toujours le même. Pour atteindre un état d'être supérieur, il faut impérativement traverser une rupture symbolique, marcher dans la noirceur et embrasser la résistance de la vie. Ce qui est donné sans aucun effort, eh bien, ça ne transforme personne. D'ailleurs, il y a un détail sur l'expérience de Calhoun qui donne vraiment des frissons. Son enclos s'appelait Univers 25. Et pourquoi 25 ? Parce que c'était tout simplement la 25e fois qu'il reproduisait l'expérience. Et la conclusion était identique et implacable à chaque itération. L'absence de résistance mène toujours, de manière systématique et sans aucune exception, à l'extinction totale. Ce qui nous amène à un paradoxe complètement vertigineux pour clôturer ce décryptage. Et si les luttes, les désirs insatisfaits et toute cette friction que notre société essaye à tout prix de fuir étaient en fait les éléments fondateurs d'une existence pleine de sens ? Cette résistance qu'on veut tellement éliminer, c'est peut-être, au bout du compte, la seule et unique chose qui maintient la flamme de la vie allumée. Réfléchissez-y.